Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur Mode Security. Alors, Mode Security, c'est quoi? C'est un module Apache qui, comme son nom l'indique, a comme rôle d'assurer la sécurité du serveur. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un pare-feu applicatif qui fonctionne contrairement à un pare-feu réseau au niveau même du serveur. C'est-à-dire que avec un pare-feu réseau, la requête n'atteint même pas le serveur si les règles, s'il n'y a pas, il n'y a pas une règle qui l'autorise. Alors qu'avec un pare-feu applicatif, la requête atteint le serveur, mais le pare-feu applicatif, il est capable de voir s'il y a des données malveillantes ou des paramètres un peu, un peu douteux qui peuvent nuire au serveur ou qui peuvent causer des dommages. Et ces requêtes-là, bien sûr, ils sont bloquées. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment au niveau même du serveur et au niveau même de l'application. Euh, alors, mode security s'installe selon trois modes. Le mode intégré, le mode reverse proxy et le mode passif. Le mode intégré, c'est celui qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, c'est un mode dans lequel Mode Security il est installé vraiment au sein d'Apache, côte à côte avec l'application web et pour protéger le serveur et l'application. Dans les autres modes, dans le mode Reverse Proxy, il ne communique pas directement avec l'application. Il y a un mode proxy entre les deux qui assure la communication entre les deux. Et dans le mode passif, le mode security n'a aucun rôle sur l'interception, dans l'interception ou le blocage des requêtes. Il est juste observateur, il observe le trafic, mais il n'a aucune influence. Donc, on va voir par la suite comment mettre en pratique l'utilisation de mode security. On va voir comment l'installer d'abord, puis après comment le voir en action. Alors pour l'installation, j'ai suivi un tutoriel, un bon tutoriel sur hostadvice.com. Donc le tutoriel il est valable pour Ubuntu 18.4, mais il fonctionne bien aussi avec Ubuntu 20.10. Il n'y a aucune différence. Donc le tutoriel explique d'abord qu'il faut mettre à jour son serveur, c'est normal. Pour nous, c'est déjà fait. Il faut aussi que Apache 2 soit installé naturellement. Pour nous, c'est déjà le cas. On a même tout le stack LAMP qui est déjà installé. On va passer directement à l'installation de Mode Security avec cette commande. On va la copier, on va l'exécuter dans un terminal. On va agrandir un peu la police. Donc, on exécute la commande. Et voilà, moi c'est déjà fait l'installation, c'est pour ça que j'ai la version, il me dit que j'ai déjà la version la plus récente, il n'y a aucun update à apporter à mon installation. Ensuite, il faut redémarrer Apache, donc avec la commande sudo service apache 2 restart. Voilà, c'est fait. Une petite commande pour vérifier que l'installation s'est bien passée. Il faut s'attendre à ce que la commande retourne security 2 module après l'exécution. Pour moi, c'est déjà le cas, donc j'ai bien installé mode security, aucun souci. La configuration. Donc, pour la configuration, on va prendre un fichier qui est déjà livré avec le package original et qui contient des configurations recommandées. Et ce fichier-là, on va le copier dans un fichier de configuration et qui va entrer en jeu, qui va fonctionner avec Mode Security. Donc, on va exécuter cette commande. C'est fait. Ensuite, il nous invite à éditer le fichier pour éditer cette règle-là, Secure Engine. On doit le mettre à on au lieu de Detection Only qui n'a pas d'influence a priori.
Mais nous, on va pas faire cette étape tout de suite. On va d'abord voir l'application de test avec laquelle on va mettre en évidence le fonctionnement de mode security. Donc l'application, pardon, c'est pas fonction, c'est une application. L'application en question, c'est DVWA pour Dumb Vulnerable Web Application. C'est une application qui est bourrée de failles de sécurité et qui est faite exprès dans un but de pouvoir tester plusieurs failles de sécurité, de pouvoir les expérimenter pour vraiment faire des tests d'intrusion sur l'application. Puis après, voir c'est quoi les solutions qui s'offrent à nous pour y remédier à ces failles de sécurité. Donc, l'application, elle propose plusieurs types de failles, les failles CSRF, les SQL injection, les failles XSS, etc. Et il faut savoir aussi que l'application est livrée avec 4 modes quatre niveaux de sécurité en fait, qui sont le low, medium, high et impossible. Alors, le low, c'est le niveau où l'application est complètement fragile, complètement vulnérable, elle n'a aucune sécurité. Donc, on peut faire des dégâts facilement parce qu'il y a zéro sécurité là-dessus. Ensuite, le medium, il est un peu mieux. Le high, encore mieux. Et le impossible, c'est le niveau où il y a toute la sécurité possible de l'application, c'est-à-dire que notre application elle est complètement sécuritaire et que c'est la solution adéquate pour les situations en question. Donc nous, on va paramétrer notre application sur le niveau low. Pourquoi? Parce que on va laisser Mode Security protéger notre application. C'est comme ça qu'on va se rendre compte que Mode Security fonctionne bien et qu'il bloque les requêtes malveillantes. Donc maintenant que le niveau il est choisi, donc notre application elle est vulnérable, on va tester les failles suivantes, donc SQL injection blind et les failles XSS reflected. Puis après, on va activer Mode Security. Puis après, on va refaire les tests pour voir si Mode Security fonctionne bien. Donc, on commence par le SQL Injection. Donc, ici, on peut voir le code source de la page qu'on est en train de hacker. On voit que qu'on réceptionne un ID qui est en fait le ID d'un user dans la base de données. La base de données de l'application que j'ai installée pendant l'installation de l'application. Elle contient un table users et les users ont des ID. Donc si je tape le ID 1 par exemple et que je fasse submit, ça me donne donc c'est le user admin avec le ID 1 et le surname admin. Donc ça c'est dans un cas de figure normale où on n'a pas de code malveillant. Maintenant, si j'essaie de hacker ce code-là via un code qui essaie d'afficher tout le contenu de la table via une injection SQL, par exemple, si je mets ici x or 1 égale 1, en fait, qu'est-ce que ça fait ce code-là? Ça fait que on rentre n'importe quelle valeur ici, c'est x pour le ID, puis après or 1 égale 1, ce qui est toujours vrai, et puis on fait submit. Alors la requête s'exécute et on a la liste des utilisateurs de la table users qui s'affiche. Donc en fait c'est une grosse faille, ça permet la fuite de données de la BD et c'est très grave. Donc en fait si on exécute le code qu'on vient de faire sur un serveur, si j'ouvre un nouveau tab et que j'ouvre un serveur MySQL pour voir ce qu'on a fait concrètement en fait, donc je vais me connecter en tant que root.
Voilà. Alors, je copie notre requête. Elle est là. Puis après, nous, ce qu'on a fait, on a enlevé ce ID-là. Puis après, on l'a remplacé par X. Puis on ferme le simple quote. Puis après, donc, il reste un quote ici ouvrant. Puis après, or 1, on ferme le quote, égale 1. Un simple quote ici, et voilà. Et le dernier code, on l'a pas fait, on l'a pas tapé nous, il est fourni par l'application. C'est le dernier code qui ferme. Puis après, on exécute notre requête. Oups, j'ai pas sélectionné de base de données. C'est la base de données DVWA. Voilà. Je réexécute ma requête et c'est bien ce que s'est passé. On obtient le listing des utilisateurs de la table users. Donc ça c'est pour la requête pour une injection SQL classique. Le cas de l'injection SQL blind ou à l'aveugle. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans le cas d'une requête SQL classique, on a généralement des messages d'erreur assez explicites qui disent par exemple qu'il y a une erreur de syntaxe MySQL ou alors il y a le champ tel ou tel n'est pas défini dans la table. Donc ça peut nous donner déjà une idée sur la structure de la table. On peut deviner par exemple s'il y a un champ user, un champ password, comment ça s'écrit. Donc ça donne déjà une idée. Mais dans le cas où le développeur prévoit le coup et tape des messages d'erreur génériques, soit un succès, soit une erreur, dans le cas d'un problème, là ça rend la tâche un peu plus difficile pour le hacker pour deviner la structure de la table. Mais c'est pas impossible grâce au SQL Injection Blind. Donc dans le cas présent, on affiche le code source et on voit que on fait une requête SQL avec un paramètre qui est inséré directement dans la requête, donc c'est totalement vulnérable. Mais le développeur affiche un message de succès si jamais il trouve des résultats ou un message d'erreur dans le reste des cas. C'est-à-dire même si j'ai une erreur de syntaxe, je ne pourrais pas voir l'erreur MySQL en tant que telle, je vais voir ce message générique là. Donc, une fois que je sais que l'application va retourner un message soit positif, soit négatif, je peux après jouer sur les requêtes pour pouvoir deviner un peu la structure de la table ou alors avoir d'autres informations aussi importantes. Supposons que je souhaite savoir c'est quoi la version de MySQL qui est en cours d'utilisation. Je peux par exemple tester l'utilisation de la fonction sleep qui permet de non seulement de divulguer c'est quoi la version, mais en fait au moins avoir une idée c'est quoi la fonction sleep. Je sais que la fonction sleep est supportée à partir de telle ou telle version et là si elle fonctionne alors je sais que je suis supérieur ou égal à cette version là de MySQL. Et la fonction sleep aussi elle permet de mettre down ou rendre inaccessible la BD pendant le temps que je détermine, ce qui est assez grave aussi. C'est quand même en tant que tel une attaque assez dangereuse. Donc ici je vais mettre le code suivant. Donc je peux mettre n'importe quelle valeur pour le champ ID, puis après je dis donc ça jusqu'à présent là si je mets comme ça avec un pourcentage je sais que j'aurai un résultat faux de l'application parce que j'ai aucun ID qui est égal à pourcentage. Maintenant si dans la suite de ce que je vais mettre si j'obtiens un résultat positif alors
ça sera validé, alors j'obtiens la bonne résultat. Si j'obtiens un résultat faux, je sais que je ne suis pas sur la bonne piste et je peux tenter autre chose. Par exemple, ici, si je mets and sleep de 5. Et puis, je mets un dièse pour désactiver le reste de la requête parce que, en fait, là, on vient de fermer le simple code qui est déterminé par l'application. Et puis après, pour le simple code fermant, on le désactive par le dièse. Tout ce qui vient après le dièse, MySQL l'ignore, c'est comme une sorte de commentaire, si vous voulez. Alors, si j'exécute cette commande, alors ça fonctionne pas. On va voir pourquoi. Ouais, alors j'ai fait une erreur. En fait, il faut que je m'assure que la première partie de la requête, elle va retourner une valeur positive. C'est-à-dire que si je teste par exemple ici le ID 1, d'accord? Donc le ID 1, je sais qu'il existe, donc je vais obtenir le message User ID exists in the database. Donc je sais que cette requête-là fonctionne. Maintenant, si je mets cette valeur-là, donc 1 ici, ça complète la requête avec le guillemet fermant ici. D'accord? Donc ici, on a un début de requête. Puis après, je mets and sleep de 5. Et puis le dièse, ça permet de commenter, de mettre en commentaire le guillemet fermant là pour ne pas planter MySQL, pour ne pas tomber sur une erreur d'exécution de la requête à cause d'une erreur syntaxe. Donc là, si je fais submit, donc ici ça fonctionne. Je vois que le serveur met du temps à loader la page et ça montre que la requête a bien fonctionné et que la fonction sleep est supportée. Je peux alors deviner c'est quoi la version de MySQL. En tout cas, j'ai une fourchette, quoi. J'ai une idée sur c'est de telle version à telle version. Alors, ensuite, je peux aussi deviner les autres champs de la table en faisant comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, une tentative comme ça, je mets un pourcentage ici pour là, je suis sûr que la première partie de la requête, elle va me retourner un résultat négatif. Puis après, si j'ai quelque chose de positif avec ce qui suit, c'est que je suis sur la bonne voie. Ici, je peux mettre union all, select user, password from la table users. On peut mettre juste la table users parce que c'est difficile de deviner c'est quoi le nom de la BD. Puis après, le dièse à la fin, c'est pour commenter le simple code fermant. Si j'exécute ça, j'ai un résultat positif. Alors que donc la première partie de la requête est censée retourner un résultat négatif. Mais j'ai un résultat positif, c'est que ça veut dire que ma deuxième partie de la requête a bien fonctionné, c'est avec le union. Et donc, je peux être sûr maintenant que j'ai un champ user et un champ password dans la table users. Et c'est comme ça. C'est sûr que c'est pas facile à trouver au départ. Ça nécessite beaucoup de temps pour tâtonner, pour essayer. Mais quand même, ça reste une porte ouverte pour deviner la structure de la table. Donc, ça, c'est pour le SQL Injection Blind. Pour les failles XSS reflected, c'est-à-dire qu'elle est reflétée sur la page, quoi. Ici, le principe, c'est quoi? C'est que what's your name? Tu rentres ton nom, tu réponds à la question. Voilà, je réponds à la question. Puis après, quand tu cliques Submit, ça marque Hello famille. Mais Hello, le nom le nom qui est tapé ici. Mais si je suis malin et que je tape un code malveillant comme ça, je tape un code script, un script JavaScript, quoi, il va être imprimé sur la page et il va être interprété aussi, ce qui fait que je vais pouvoir imprimer le document.cookie. Voilà, ce qui est très très mauvais. Je vais pouvoir divulguer
des informations sensibles. Ou alors, je peux exécuter n'importe quel script. Hein. Donc, ça représente une porte ouverte pour des attaques plus ou moins dangereuses. Voilà, donc on a fini avec les tests avec Mode Security désactivé. On va maintenant activer Mode Security. On va refaire ces mêmes batteries de tests pour voir est-ce qu'on va réussir à pirater notre application ou pas. Donc, je reviens à mon tutoriel. Donc, il nous dit de éditer le fichier etc mode security modesecurity.conf. Voilà, et de changer Secure Engine à On. Donc, moi, je vais ouvrir un nouveau tab. Voilà, c'est ça le fichier. Puis après, je vais l'éditer avec l'éditeur Joe. Voilà la ligne qui m'intéresse. Donc, on nous dit de mettre ici On au lieu de Detection Only. Voilà. J'enregistre et puis je redémarre Apache. C'est fait. Maintenant, on va retester l'application d'un Vulnerable Web Application. On va commencer par les SQL Injection. SQL Injection. Donc, on va retaper le code qui a marché tout à l'heure. Je fais Submit et je tombe sur une erreur Forbidden. Ce qui est bon, ça montre que Mode Security fonctionne. Et on va voir pourquoi sur les logs d'Apache. Je vais ouvrir ici les logs d'Apache. Sudo tail.f pour voir juste la fin des fichiers des logs, pour voir les nouveaux logs qui entrent. Et puis /var log Apache 2 et puis tous les fichiers. On veut suivre tous les fichiers. Donc, si je recommence ici mon attaque, alors je vois ici que ça nous dit plein de choses. Alors, il dit detected SQL using lib injection. Donc, le message de Mode Security. Ici, il dit access denied with code 403. Donc, c'est forbidden. Et pourquoi le message ici, c'est SQL injection attack detected via lib injection. Voilà. Puis on voit ici même la ligne à laquelle Mode Security, on a déduit que c'est une attaque. C'est dans le fichier USR share Mode Security CRS. Et puis response correlation, puis à la ligne 91. Voilà. Donc c'est ça. Ensuite, donc si je reviens au home page de l'application, le SQL Injection Blind. Donc on va d'abord tester la commande avec le slip. Pareil, donc ici on a un forbidden. Si je reviens sur les logs, donc pareil, donc il a détecté qu'on a une injection SQL et le message ici, donc il dit le message detects blind SQL tests using sleep ou benchmark. Dans notre cas, c'est bien sleep. Voilà. Si je reviens
et je teste avec le Union. Pareil, je tombe sur une erreur et je regarde les logs. Ah, ici, je tombe sur une expression régulière. Donc, on match une expression régulière qui est interdite. Et donc, le mode security interdit ou bloque la requête. Et puis elle n'aboutit pas. Et puis, donc, la page, elle est retournée avec un code d'erreur 403. Ici. Le code d'erreur, c'est 403. Et le message, c'est detects concatenated basic SQL injection and SQL FI attempts. Ensuite, les failles XSS. Donc, je retape mon script avec l'alert. Je tombe encore une fois sur une page forbidden. Et ici, je regarde les logs. Alors ici, il interdit la requête parce que il trouve qu'il y a un document.cookie. Donc il trouve déjà que c'est assez louche comme requête et du coup il interdit la requête. Il voit ici que c'est une detected XSS using lib injection. Il détecte que c'est une faille XSS. Et puis on a aussi une expression régulière qui s'applique à notre requête et c'est qui cause son rejet avec le code 403. Voilà, donc ces trois exemples montrent comment Mode Security il a bien protégé notre application. En fait, on n'a pas besoin de sécuriser. Enfin, certes, c'est sûr nécessaire de sécuriser son application, mais Mode Security, à lui tout seul, il a permis de bloquer des requêtes malveillantes comme ça. Et puis, bien sûr, la sécurité, c'est d'abord la responsabilité du développeur. Et ce genre d'outil, c'est pour aider, c'est pour pallier à des manques. Mais bien sûr, il faut toujours avoir l'esprit de la sécurité quand on développe des applications. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis à bientôt.